Ici, nous sommes en RDC, précisément au Kasaï central, ville de Kananga. Nous sommes chez Félicité Hôtel sur l'avenue du Commerce, numéro 15, en face des partis politiques AFDC. Ici, chez Félicité Hôtel, nous avons plusieurs services mis à votre disposition. Nous avons notre service d'hébergement, nous avons les services de restauration, nous avons les services de pressing et nous avons les services de marketing. Comme service d'hébergement, ici chez Félicité Hôtel, c'est un hôtel à distingue international, standing international. Ici, nous avons 3 types de chambres. Nous avons les chambres des VIP, nous avons les chambres standard et nous avons les chambres simples. Comme service de restauration, notre menu présente les poulets locaux, steak de bœuf, rôti de porc, chèvre, shawarma, pizza. Tout se trouve chez Félicité Hôtel et ça se prépare selon votre goût et à votre commande, selon ce que vous voulez manger et selon ce que nous aussi on a besoin de vous en tant que client. Et chez Félicité Hôtel, les services de pressing se présentent comme ça. Vous avez vos habits sales, vos chaussures sales, vos caleçons et tout. Venez avec chez Félicité Hôtel. Félicité Hôtel ouvre ses bras. Et vous avez aussi vos fêtes de mariage, anniversaire et autres, réunions. Tout se trouve chez Félicité Hôtel. Félicité Hôtel ouvre grandement ses portes pour vous accueillir. Nous avons besoin de vous, nous vous invitons, nous avons besoin de vous, nos clients, restauration, 24 sur 24. Félicité Hôtel a besoin de vous et Félicité Hôtel ouvre grandement ses portes et vous accueillez avec joie. Vous, nos amis de diaspora, nos amis de Okatanga, Goma, Sud Kivu, Bukavu, Mbujimai, pourquoi pas nous ici, nos amis de Kasaï central, nous avons besoin de vous. Félicité Hôtel vous attend. Venez nombreux, contempler les services de chez Félicité Hôtel. Si vous voulez nous contacter, prenez les numéros. Plus 243 97 31 04 6 à la fin. 09, je reprends. 73 77 10 46 081 31 04 758 09 73 77 10 46. Félicité Hôtel vous attend et vous accueille avec joie. Il y a mangé? Il y a mangé, j'ai déjà faim. Oui, il y a mangé. Il y a quoi? Il y a les poulets locaux, oui. Les steaks de bœuf, rôti de porc, chèvre et les poussins. Chez vous, les biftombo, non là? Ah non, ici, ça s'est fait par commande. Wow. Voilà, mesdames et messieurs, très chers abonnés de la grande chaîne Génor TV. Nous avons un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter. Pour moi, ce sont des invités de marque, les personnes avec qui nous allons tenir cette émission. Je ne vais pas consommer beaucoup de minutes pour les présenter, mais je peux esquisser un peu. C'est lui qui est à ma gauche, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, Arsène Mbumba. Il est le président du collectif Didia Kasaï. Et à ma droite, il s'agit bien de Maître Patrick Kayembe. Il est avocat près la cour d'appel de Kananga, que vous connaissez très bien. Puis il est président sectionnaire Kananga 1 de l'IDPS. Tshisekedi, précisément. Je crois que ce n'est pas la première fois pour Arsène Mbumba, ça va être la 2e fois. Voilà, il est notre partenaire de très longtemps. Et avec Maître Patrick aussi, ce n'est pas la première fois. La dernière émission que nous avons tenue avec vous, en tout cas, beaucoup de gens ont fait des commentaires, même avec vous sur Chipta Télé. Je crois que c'est à partir de vos interventions sur notre chaîne concernant Chipta Télé que le président et les autorités du pouvoir central ont eu à prendre cette décision de s'intéresser à ce projet-là. En
En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Parce qu'il y avait, j'avais beaucoup d'appels de diaspora, de Congolais de diaspora, qui vous avaient beaucoup félicité, tout ça. C'est à nous de vous remercier parce que vous n'allez pas visualiser au niveau de la diaspora. Donc c'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Maître Patrick aussi, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Surtout pour tous les téléspectateurs. Merci Franck pour l'opportunité que vous ne cessez de nous offrir chaque fois. Et nous disons infiniment merci à tous les téléspectateurs de partout où ils nous suivent. Et nous vous disons sincèrement merci. Et très flatté. C'est à nous de vous dire merci, Maître Patrick, parce que chaque fois que nous avons besoin de vous, vous avez toujours été là pour répondre à nos questions. Il y en a ceux qui fuient nos questions, mais quand même vous avez toujours été là. Et Arsène Mbongo, vous savez que je vous aime beaucoup. On est là, c'est avec vous que nous allons tenir cette émission. Le plaisir est partagé. J'avais voulu que vous puissiez rigoler un peu comme ça. D'accord, merci beaucoup. Bon. Voilà, nous allons aujourd'hui parler de la révision constitutionnelle. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est autour de cela que nous allons débattre aujourd'hui avec vous. Maître Patrick, vous êtes de l'UDPS, je commence avec vous. C'est le député Steve Mbikaï, la première personne à souhaiter cette... D'ailleurs, selon lui, il n'a même pas souhaité la révision constitutionnelle. Lui a souhaité qu'on remplace les remplacements de cette constitution ici. Est-ce que c'est vraiment opportun, Maître Patrick? Monsieur Franck, merci encore une fois pour la parole que vous nous accordez. Il faut d'abord dire que monsieur l'honorable Steve Mbikaï, il a parlé en son nom, il n'a pas parlé en nom de l'UDPS, n'est même pas de l'UDPS. Mais il y a certains membres de l'UDPS qui ont appuyé cela. En tout cas, certains membres de l'UDPS qui ont appuyé cela, je ne sais pas si vous avez des précisions. Oui, à Kinshasa, il y a eu certains membres de l'UDPS qui ont appuyé cela. Bon, il faut dire par rapport à la question que vous posez, je préfère m'exprimer aujourd'hui, non pas comme au nom de l'UDPS, avocat. Oui, en mon nom, n'est-ce pas, en tant que scientifique. Voilà. Je préfère émettre un point de vue sur voilà, en tant que scientifique, la question. Parlons de la révision constitutionnelle. D'emblée, il faut dire que la constitution qui nous régit. Aujourd'hui, nous avons célébré... Ça fait 16 ans. 16 ans. 16 ans. Le 18 février. 2006. N'est-ce pas, passé, on a célébré les 16 ans. Et c'est une constitution qui a fait ses preuves. N'est-ce pas? Et c'est une constitution qui est qualifiée comme étant une constitution rigide. N'est-ce pas, du point de vue du droit constitutionnel, la constitution de 2006 est rigide dans le sens... Soyez un peu pédagogique, Maître Patrick, quand vous parlez de la constitution... Oui, justement, je suis en train de m'expliquer... Pour respecter quand même nos téléspectateurs. Tout à fait, je suis en train de m'expliquer. La rigidité d'une constitution réside dans le fait que la constitution prévoit en son sein les mécanismes de sa révision. Vous voyez, c'est un peu fermé, on ne peut pas la réviser de façon intempestive. La Constitution prévoit les mécanismes, le moyen, n'est-ce pas, pouvant aboutir à sa révision. Si la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision, cela veut tout simplement dire que la Constitution étant une œuvre humaine, elle peut être imparfaite. Elle est imparfaite, pas elle peut être. Parce que l'homme lui-même n'est pas parfait. N'est-ce pas? Et en tant que tel, on prévoit des mécanismes de sa révision. Aucune constitution dans le monde n'est immuable. Même la constitution américaine, qui compte aujourd'hui des siècles, elle fait l'objet de révision. La constitution française,
de la Constitution de la 5e République en France de 1958, n'est-ce pas, a fait l'objet de révision. C'est-à-dire, la Constitution en tant qu'œuvre humaine, n'est-ce pas, n'est pas à l'abri de révision. S'il faut parler de la révision constitutionnelle, je me dis d'emblée que ce n'est pas exclu. Merci beaucoup. Selon Maître Patrick, la révision constitutionnelle n'est pas exclue. Il a dit que la révision étant une œuvre humaine, elle peut être révisée, quand de même qu'elle est rigide. Qu'en dites-vous, Arsène Mumba? Merci beaucoup, partenaire. Collectif du Yakassai. Oui, merci beaucoup, partenaire. Nous parlons en tant qu'éducation. À chaque fois qu'on peut modifier la Constitution ou une loi, cela doit d'abord aller dans l'intérêt de la population. La Constitution elle-même ne doit pas être considérée comme un habit, comme le veste que nous payons au marché. Si vous trouvez que ça a une grande taille, vous allez voir les tailleurs pour modifier cela. Vous savez, ça fait longtemps qu'en RDC, je l'ai toujours dit, que ce ne sont pas des lois qui nous manquent. C'est juste l'application, l'applicabilité de ces lois-là qui met en difficulté la RDC pour ce décollage. Vous savez, à chaque fois qu'il y a changement de régime, chaque régime apporte aussi son empreinte. Et à chaque fois qu'il apporte son empreinte et qu'il trouve que la Constitution les limite, ils vont toujours s'immiscer ou se lancer dans ces jeux-là de modification de Constitution. Mais cela est prévu. Oui, oui, vous savez, oui, tout est prévu. J'ai aimé l'intervention de Maître Patrick. Il a parlé en tant que scientifique, il a débuté en tant que scientifique. Et après, nous avons compris qu'il a parlé maintenant en tant que partisan ou membre de l'UDPS. Donc, il a conclu en tant qu'il a commencé en tant que scientifique. En conclusion, il est membre de l'UDPS qui vient pour soutenir cette proposition machiavélique qui a commencé. Vous considérez de machiavélique. Exactement. Qui a commencé d'abord par Steve Bikaï, allié de l'UDPS, et qui aujourd'hui, nous ne serons pas surpris que les membres de l'UDPS puissent s'en approprier. Ça a toujours commencé comme ça. En politique, nous l'avions toujours appelé ballon d'essai. C'est comme ça. Les amis de l'UDPS et ses alliés. Arsène, mais quand même vous reconnaissez la faiblesse ou les insuffisances de cette constitution. Oui, non, tout le monde. Je me rappelle une fois. Vous savez qu'elle n'est pas ignorable. Exactement. Je me rappelle une fois un député national élu du Kassai central, honorable Délice Sanga, a pu une fois demander à ce qu'il y ait la modification de la Constitution. Mais c'est que nos amis d'en face, sous ces régimes, il a eu à demander cela, puisqu'il nous... Il y avait certaines dispositions qu'il avait évoquées, ça m'échappe un petit peu, avec le temps et avec l'évolution du débat, je pourrais revenir pour vous préciser. Mais sinon, il y a des dispositions intangibles de la Constitution qui ne doivent pas être révisées. Maintenant, si vous comprenez mieux, ou bien l'esprit qui anime nos amis d'en face, dont je parle des amis de l'UDPS, qui sont au pouvoir, qui nous gèrent actuellement, et veulent, avec leurs alliés, nous donner une autre constitution. Donc nous passons directement au changement de la constitution plutôt qu'à la modification. Donc c'est-à-dire que... j'ai lu... Là, on va parler de la 4e République. Exactement, c'est là où ils veulent nous lancer. Donc pour eux, c'est supposé que nous sommes actuellement dans un régime de transition, et quand on va publier ou voter une nouvelle constitution, le mandat du président de la République, va commencer par là. Non, vous savez, en politique, il faut prendre tout au sérieux. En politique, nous, tout ce que nous voulons, nous savons que nous, en tant que population, il y a beaucoup que ce pouvoir actuel peut nous faire. Nous avons demandé...
Non, il y a les sociales du peuple congolais qui n'est pas réduisant. Il y a les problèmes de l'Est du pays qui est en guerre à chaque moment. Pourquoi vous voulez encore nous amener à au changement de la Constitution pendant que les premières questions de votre mandat ne sont pas encore résolues? La demande politique de la population jusque-là n'est pas résolue. Vous savez qu'avec l'avènement de M. Félix au pouvoir, nous, population, on avait pensé qu'avec l'arrivée de Félix Tshilombo, tout ce qu'on avait comme demande politique devait trouver des solutions. Mais jusque-là, vous êtes là en RDC et nul n'ignore que jusque-là, le social du peuple congolais n'a pas changé, mais plutôt ça s'est dégradé plus que le temps de Kabila. Vous savez, le président Félix, je sais que c'est un démocrate, je ne pense pas qu'il peut se lancer à ces jeux-là proposés par Steph Bikaï. Nous ne voulons pas le changement. Si c'est opportun. Non, je vous dis, vraiment, il n'y a pas... Parce que selon les constitutionnalistes, ils ont vu que cette constitution ici présente beaucoup de faiblesses. C'est pourquoi il faut qu'on révise ça, ou soit il faut qu'on la révise. Mais selon Steph Bikaï, il faut effectivement la changer. Nous n'avons pas refusé la modification. Parce que les constitutionnalistes, ce sont des techniciens. Ils maîtrisent très bien cette constitution. Exactement. Ils évoquent ces petites faiblesses-là. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment important de la réviser? Exactement. On n'en disconvient pas. Nous devons modifier la Constitution. Nous devons la réviser. Mais à quelle période? C'est là où ça pose de sérieux problèmes. Actuellement, nous avons l'état de siège à l'est du pays. Actuellement, nous tendons vers la fin du mandat du président Félix. Pourquoi ils soulèvent cette question-là des modifications, changement des constitutions au moment où nous tendons déjà vers la fin du mandat du président de la République? Donc vous sentez déjà que au départ, les intentions ne sont pas bonnes. Et nous risquons, nous, population, de nous élire encore un autre dictateur. Vous savez, avec la modification de la Constitution, c'est ce que Mobutu avait fait à son temps. Il avait beaucoup plus à renforcer son pouvoir. Et nous aussi, on ne redoute pas que le même scénario qui s'était produit avec Mobutu puisse se produire avec l'actuel président qui est... Merci beaucoup. Nous allons revenir encore à vous, Arsène Mbumba. Maître Patrick Kayembe, oui, selon Arsène, il parle au nom de la population. Et vous parlez en tant qu'intellectuel. Et à la fin, il a dit que vous avez parlé vous avez commencé bien, comme un intellectuel, et à la fin, vous avez conclu comme un cadre de l'IDPS. Selon lui, ce n'est pas le moment de réviser la Constitution. Il a évoqué l'article 219 de la Constitution que nous pouvons lire. Si vous pouvez... Non, je souhaite que moi je vous lise ça. Ouais. Sinon, vous risquez d'ajouter encore d'autres choses qui ne se trouvent pas dans la Constitution. Ok. Je suis vraiment à votre service. Je vais vous faire la lecture. C'est l'article 219. Je lis l'article 219 de la Constitution du 18 février 2006. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne se trouvent empêchés de se réunir librement. Maître Patrick, cet article ici vous interdit strictement de réviser la Constitution pendant cette période ici. C'est le président qui est issu de votre parti qui a décrété l'état de siège à l'Est. Et nous sommes pendant cet état de siège. Et la Constitution qui est la loi fondamentale de notre République vous interdit même de penser à une certaine révision constitutionnelle. Et pourquoi vous tenez mordicus de réviser la Constitution? Encore une fois, merci, M. Franck. Ça me fait un peu rire quand j'entends mon ami et mon co-débatteur Arsène. Mais à l'entendre parler, on dirait que j'ai en face de moi un turiféraire de l'ancien régime. Vous voyez, quand il parle, il est en train de dire que, le social s'est dégradé plus qu'à l'époque de Kabila.
Oh, mais je ne sais pas si Arsène a vécu à l'époque de Kabila. Kabila, qu'est-ce qu'il y a à y mettre? Ah non, mais il dit non, maintenant le social s'est davantage dégradé. Voilà. Plus qu'à l'époque de Kabila. C'est Non, ça sont les propos des turiféraires de l'ancien régime. Bon, qu'à cela ne tienne, mais j'aimerais dire, M. Franck, que, à ma connaissance, voilà, jusque-là, il n'y a aucune proposition de révision constitutionnelle. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas un projet. Bien sûr, il n'y en a pas. Il n'y a même pas un projet de révision. Il a dit que comme l'un de vos alliés. C'est-à-dire que cette disposition constitutionnelle ne peut pas être évoquée en l'espèce, étant donné qu'il n'y a jusque-là aucune proposition de révision constitutionnelle. Non, mais n'est-ce pas? C'est à tort oui, et c'est de façon précipitée. C'est lui qui a proposé ça, c'est lui qui a pris cette initiative, c'est l'un de vos alliés. Encore une fois, j'aimerais rappeler que vos émissions ont un caractère pédagogique. Voilà. Si l'honorable Mbikaï a réfléchi de cette façon, on ne peut pas interdire à un Congolais d'exprimer librement une pensée. Mais pourquoi l'UDPS commence à les soutenir? C'est ça les problèmes? Non, j'ai dit qu'ici je ne parle pas de l'UDPS, mais je réfléchis comme tout Congolais. La Constitution garantit la liberté de penser. N'est-ce pas? Je suis en train de réfléchir, je suis en train de penser, n'est-ce pas? Et j'ai dit que la Constitution, étant une œuvre humaine, n'est pas à l'abri des critiques, n'est-ce pas? Il y a des faiblesses qu'on peut déceler dans cette Constitution. Mais au départ, j'ai dit que la Constitution est rigide, n'est-ce pas? Mais en tant que telle, elle n'est pas à l'abri des critiques. Et il y a certaines dispositions constitutionnelles qui nécessitent une révision. Quand vous prenez les dispositions relatives à l'organisation et à l'exercice du pouvoir, n'est-ce pas? Et si vous suivez Arsène, quand il parle du social, il dit on attendait plus du chef de l'État, il fallait que le chef de l'État fasse. C'est ça justement dans l'imaginaire collectif. Dans l'imaginaire collectif congolais, quand on a élu le président de la République, on attend tout de lui. Quand vous voyez une maman au marché en train de vendre, vous lui posez la question, qu'est-ce que vous attendez du régime? Lui ne voit pas le régime politique, mais lui voit directement le président de la République. Si j'ai élu le président de la République, il fallait que, n'est-ce pas, on ait chute Katende. Que les démarrages des travaux sur chute Katende soient matérialisés, n'est-ce pas? Donc on attend du président de la République des actions concrètes. C'est ça dans l'imaginaire collectif. Ils ne peuvent pas s'imaginer. Maître, oui, c'est par rapport au discours que ces candidats présidents tiennent lors des élections. Tout à fait. Parce que quand ils viennent battre leur campagne, ils nous promettent le ciel et la terre. C'est ça le problème. Tout à fait. C'est pourquoi nous sommes en train... Ils impliquent maintenant dans l'imaginaire. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir. C'est pourquoi nous sommes en train de réfléchir. En principe, la Constitution doit être, n'est-ce pas, la traduction, n'est-ce pas, de la volonté générale. L'expression de la volonté générale. Ok? Et au fait, lorsque vous voyez un peuple qui désigne ou qui élit son chef, il attend de son chef des résultats. Voilà. Or, sur le plan constitutionnel, le chef est en quelque sorte menotté. Quand vous voyez les dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation et à l'exercice du pouvoir, le président de la République, on assiste au niveau de l'exécutif à ce que je peux appeler le bicéphalisme de l'exécutif ou le dualisme de l'exécutif. Il y a certains actes juridiques que le chef de l'État va prendre, n'est-ce pas? Mais il faudrait, pour la validité de ces actes, qu'il y ait le contreseing du Premier ministre. Et vous savez aussi, dans le cas du droit constitutionnel congolais, le Premier ministre est issu. Or, vous pouvez avoir dans un pays comme le nôtre, où nous avons
comme c'était le cas d'ailleurs en 2019, à l'issue des élections de 2018, on avait le FCC, n'est-ce pas, bien que cela est encore sujet à caution et remise en cause, n'est-ce pas, c'était autoproclamé comme étant majoritaire au Parlement. Et le chef de l'État a dû faire évoluer avec eux. Et vous avez vu qu'il a eu à perdre pratiquement plusieurs mois, pratiquement 2 ans, sans ne rien faire. Parce que l'amélioration du social d'un peuple, je l'ai dit, n'est-ce pas, sans crainte d'être contredit, est tributaire, n'est-ce pas, du régime politique. Et aussi tributaire du régime politique. Parce que, tributaire du régime politique consacré, n'est-ce pas, par la Constitution. Parce que quand vous avez affaire à un régime semi-présidentiel qui est le nôtre aujourd'hui, sachez qu'il y aura toujours des négociations, on va les décider. Ils se mettent ensemble, là ils se disent voilà, vous, je ne sais pas, vous, les gens du FCC, du PPRD, les gens de Ensemble et les autres, venez, on veut prendre une décision. Ce n'est pas le chef de l'État qui va agir directement. Patrick, il n'agit pas. C'est pourquoi vous voulez qu'on quitte les régimes semi-présidentiels vers les régimes présidentiels? J'ai toujours soutenu la thèse, tout à fait, la thèse selon laquelle, si on peut réviser la Constitution, il faudrait qu'on réfléchisse sur les dispositions relatives à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. On ne doit pas avoir un chef de l'État qui est presque protocolaire, n'est-ce pas? On doit avoir un chef de l'État qui a la plénitude du pouvoir. Je ne parle pas du présidentialisme, mais un régime présidentiel classique, où le chef de l'État, qui va devoir venir rendre compte à la population à l'issue de son mandat, soit conséquent. Nous pouvons lire l'article 220, comme ça oui. Vous allez aider nos téléspectateurs oui. à les décortiquer. Oui. 220. Vous avez la Constitution là-bas? Oui. J'ai 220, ok. Pour que vous n'ajoutiez pas... Non, d'accord. Voilà. La forme républicaine de l'État. Oui. Les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre de la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est cet article-ci qui parle de la forme de l'État. Oui, quand on parle de la forme de l'État, ça n'a rien à voir avec le régime politique. La forme républicaine, n'est-ce pas? Quelle est la forme de l'État, de la République démocratique du Congo? Nous sommes un État unitaire, n'est-ce pas? Et cette forme de l'État ne doit pas faire l'objet de révision, n'est-ce pas? Dans un État unitaire, il y a un régime politique qui est consacré. La forme de l'État est une chose, mais le régime politique en est une autre. Parce que le régime politique est consacré par le texte. Nous pouvons avoir un régime présidentiel, mais dans un État unitaire, nous pouvons aussi avoir un régime semi-présidentiel. Dans un État unitaire... Nous avons posé cette question. Oui. Parce que quand vous avez évoqué, ou soit quand l'un de vos alliés a évoqué cet élément, il y a eu des fédéralistes, oui. Hein, ceux qui sont de cette école-là, oui. du fédéralisme, oui. qui ont pris la chose à main pour dire oui, nous aussi nous attendons de notre côté, quand il y aura une nouvelle constitution,
il faut que le Congo devienne un État fédéral. C'est ça le problème. Donc on risque de toucher même à cet élément. Non, la révision constitutionnelle... Non, non, je ne parle pas de la révision. Selon Steve Mbikai, lui a parlé du remplacement. Ah là, nous parlons différemment. Voilà. N'est-ce pas? Moi, par contre, je réfléchis en termes de révision Donc, y en a ceux de qui certaines pensent, dispositions. Il y en a ceux qui pensent à la révision, mais selon Mbikai, lui a proposé les changements de la Constitution. Bon, Maintenant, par rapport à cette proposition de Mbikai, oui. Si on changeait cette Constitution ici, nous aurons directement la 4e, où nous serons dans la 4e République. Et là, les fédéralistes vont en profiter. Oui. Non, je ne veux pas entrer, je ne veux pas parler en lieu et place de M. Steve Mbikai. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'avait motivé à dire cela. Mais moi, en introduction, je disais que la Constitution étant une œuvre humaine, n'est-ce pas, elle est imparfaite, n'est-ce pas, elle n'est pas à l'abri de révision. On peut la réviser si on constate qu'il y a certaines dispositions en son sein, n'est-ce pas, qui ne traduisent pas la volonté générale de la population. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que la Constitution peut être revue, peut être révisée. Mais je ne parle pas en termes de changement total de la Constitution. Non, nous abordons tous les deux ici. C'est-à-dire qu'il y en a ceux qui parlent du changement et les autres qui parlent de la révision constitutionnelle. On aborde ici tous les deux aspects. Oui. Mais moi, je préfère plus m'atteler sur la révision, parce que c'est là ma pensée, c'est là mon point de vue. C'est là votre point. N'est-ce pas? Je vous ai dit que je ne voudrais pas parler au nom de mon parti, de ma famille politique, mais mon point de vue, ça m'engage que moi-même. Je parle en termes de révision de la Constitution. Vous êtes contre les remplacements de cette Constitution? Pour le moment, je ne pense pas que ça soit opportun. Pour le moment. Voilà. Les changements. Turiféraire. Tambourinaire. Vous acceptez ce titre-là? Bon, je sais que j'ai en face de moi un membre de l'UDPS. Non, mais il parle ici en qualité de scientifique. Non, il fait semblant de se cacher derrière cette posture-là des scientifiques. Et pourtant, il est reconnu comme membre de l'UDPS. Et vous savez, quand vous mélangez... Il ne parle pas ici comme membre de l'UDPS. Non, c'est souvent des difficultés que nous rencontrons à chaque fois que vous êtes scientifique et vous voulez mélanger la science à la politique. Donc, actuellement, il ne saura pas défendre la position de ceux-là qui refusent qu'il y ait une modification ou changement de la Constitution. Actuellement, je sais qu'il est dans une difficulté énorme. Il ne peut pas s'étaler. Vous savez, bon, voilà. Il m'a accusé d'être turiféraire. Tantôt, bon, il peut me qualifier comme il veut, mais je crois que la vérité restera vérité. C'est laquelle cette vérité, nous voulons la connaître, Arsène Mbumba. Oui. Ne la cachez pas. L'ami de l'UDPS qui est en face de moi a parlé de notre régime. Il a tout ce qu'il a parlé là, c'est bon. Et il a dit dans l'imaginaire collectif, les gens pensent que tout vient du chef de l'État. Mais c'est ça. Mais écoutez. C'est ça le problème. Lui pense que c'est le président qui doit tout faire. Lui est plus théorique. Il est plus théorique, mais il doit être pragmatique. Vous comprenez? Au vu de notre régime qu'il a dit semi-présidentiel, normalement c'est le président qui doit s'effacer au profit du Premier ministre. Le président a plus de pouvoir. Non. Le Premier ministre a plus de responsabilités. Au vu de notre constitution, le président doit s'effacer au profit du Premier ministre. Est-ce que c'est le cas sur terrain? Même pour l'ego, pour l'inauguration d'un centre pénitentiaire ou d'un centre de santé, c'est le président seul qui est là pour l'inaugurer. Ça vous condamnez? Non, mais vous comprenez que ceux qui sont au pouvoir, ce sont eux qui mettent en difficulté la population. Vous verrez le président prendre plus la place du Premier ministre, et pourtant, lui doit se reposer, puisque toutes ces prérogatives-là, la Constitution ne lui confère pas. Maintenant, la population, elle se trouve à cette difficulté-là, elle réclame beaucoup de lui. Et vous avez parlé exactement du discours politique. Quand un président est élu, il arrive avec un discours, la vision. Voilà ma vision du pouvoir. Et cette vision doit être
matérialisés par le gouvernement. Regardez ce que ces régimes de Tshilé-Gelou nous présentent. Ces régimes de l'UDPS... Le régime de Tshilé-Gelou, c'est le régime de l'UDPS. Non, c'est ça le régime. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. Ça, cela n'engage que moi. J'aime bien l'appeler comme ça. Vous savez, ces régimes de l'UDPS qui sont actuellement au pouvoir, nous vivons c'est comme si nous étions dans une période transitoire. Vous verrez toutes les actions qui devaient être menées par les gouvernements. Les actions là sont menées par les cabinets du président de la République. On n'avait pas de preuves. Non, et récemment, écoutez partenaires, récemment les conseillers Bilomba, on lui avait donné 16 millions pour construire les écoles à Mbujimaï. Alors, comprenez, avec 16 millions, le gars a construit 3 écoles avec 16 millions de dollars. L'affaire Chute Kotende, que nous avions parlé une fois à vos micros ici, on lui a donné 6 millions de dollars pour... Pour le projet de Mbujimaï de 16 millions-là, il y a eu le DG du FONER qui avait démenti ça. J'ai dit que l'argent n'était pas géré par les conseils du chef de l'État. Je vous dis bien, vous savez, nous nous sommes déjà habitués. Au temps de Kabila, on a décrié ces mêmes manœuvres. Au temps de Kabila, c'était le gouvernement qui détournait de l'argent. Maintenant, actuellement, c'est les cabinets. Ce sont des conseillers du président de la République qui sont dans ces histoires-là. Et à chaque fois que le maire IGF au boulot, et il découvre là, par-ci, par-là, qu'on a détourné, on arrête juste pour faire plaisir à la population. Donc voilà, nous avons arrêté les détourneurs après. Ils sont relâchés, ils retournent en Europe. Après, il revient pour vous dire non, maintenant je soutiens Fachi, je partis maintenant à l'Union sacrée. Donc vous comprenez que ces régimes, l'actuel pouvoir nous met en difficulté. Je préfère plutôt que l'ami qui est venu représenter l'UDPS, bien qu'il se cache... Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non, il est de l'UDPS. Il est de l'UDPS, même s'il ne veut pas l'accepter actuellement. Bon, au départ, il avait accepté. Il a dit non, je suis membre de l'UDPS, mais je préfère parler à mon propre nom. Oui. Non, mais ici, vous êtes invité comme membre de l'UDPS. Et vous sentez maintenant que vous êtes en difficulté. Tantôt, vous parlez comme scientifique, tantôt, vous ne voulez pas attaquer les actions que pose l'UDPS. Tantôt, vous vous voyez en difficulté, vous ne serez pas étalé ou déballer vraiment la vérité qui est en face de nous. Tout ce qui doit être retenu par la population, nous connaissons qu'en politique, on ne doit pas négliger tout ce qui s'est dit. Donc, on doit prendre tout au sérieux. Et surtout que nous pensons que depuis que Félix est au pouvoir, rien n'a marché. Il n'y a aucun projet qui est arrivé à son terme. Aucun projet. Et par là, je trouve qu'il est lui-même aussi en difficulté de pouvoir présenter le bilan. Je sais que Maître me dira non, voilà, le bilan doit être présenté par le Premier ministre qui est chef du gouvernement. Déjà qu'on parle du bilan. Non, c'est là où nous tendons, puisque les élections ou l'élection du président de la République ou sa réélection est tributaire aussi de son bilan de son premier mandat. Puisque la population doit impérativement s'atteler sur son premier bilan. Est-ce que l'UDPS, actuellement, en tant que parti au pouvoir, ils ont un bilan présenté à la population? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous sommes Congolais. Tout ce que nous voulons est plus le social. C'est tout ce qui est dans la tête du Congolais. Qu'il puisse relier les deux bouts du mois. Il est pour le régime présidentiel classique. Parce que nos mamans maraîchères, dans leur imaginaire, ils attribuent tout au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui doit tout faire. Tandis que selon notre constitution, le chef ne doit pas tout faire. C'est le Premier ministre qui est là, qui gère la res publica, qui gère la vie quotidienne des Congolais. Maintenant, dans l'imaginaire de ces mamans maraîchères, elles pensent que c'est le chef de l'État. Comme nous avons déjà ça dans notre imaginaire, Arsène Mbumba, vous ne trouvez pas qu'il serait vraiment judicieux de changer le régime, qu'on quitte, au lieu d'être hypocrite, qu'on quitte ce régime ici, semi-présidentiel, et qu'on aille tout droit vers le régime présidentiel, pour qu'on mette fin à ça. Comme ça, nous aurons un président responsable, qui rend compte directement au peuple, qui sera là pour travailler, et non un président qui est en repos.
Vous ne trouvez pas que c'est vraiment important? Monsieur Franck, moi je trouve... C'est pourquoi Mikaï, selon lui, il a réfléchi dans ce sens-là. Parce qu'avec ces régimes, ça pose des problèmes. Notre président est là, il ne fait que donner des ordres, et les personnes à qui il intime ces ordres-là, elles n'obéissent pas. Il y en a d'autres, quand l'argent sort, ils dilapident cet argent-là, comme nous avons assez de kleptocrates dans ce gouvernement, et ils détournent cet argent-là. Et c'est le peuple qui continue toujours à en pâtir. Au lieu de garder un président comme ça, protocolaire, qu'on lui donne directement toutes les responsabilités. Le bon fonctionnement des institutions, mais c'est ça le pouvoir que la Constitution lui a donné. Vous dites non, le président de la République, il est bloqué. Non, un président de la République ne doit pas être bloqué. Et je crois que c'est ça, les discours que nos amis de l'UDPS ou nos dirigeants actuels nous faisaient. Voilà, nous sommes bloqués. Nous avons assisté au changement de la majorité. Et la majorité s'est effritée récemment. Et vous avez vu comment tout est basculé du côté du pouvoir. Donc actuellement, le chef de l'État n'a pas de raison de nous dire que je suis bloqué, puisque la majorité est à sa guise. Vous savez, nos mamans là qui pensent toujours, nos mamans maraîchères, qui pensent toujours qu'elles doivent attendre tout du chef de l'État, elles ont raison. Elles ont raison. Tout commence par les discours politiques. Et après, le chef de l'État, une fois qu'il est élu, il a une vision. Mais quand vous observez qu'il y a des blocages par-ci, par-là, la Constitution vous a donné le pouvoir. On doit sanctionner. Quand vous remarquez qu'il y a deux gens qui vous bloquent ou qui n'ont pas la même vision que vous, vous allez les sanctionner. Le chef de l'État a quitté, non, voilà, une alliance que nous, population, avions qualifiée de contre-nature avec l'ancienne majorité FCC. Puisque nous lui avons dit, voilà, Président, si vous voulez avancer, on veut assez qu'il y ait au moins divorce entre vous et l'FCC. Non, il a dit non, Kabila est sérieux, avançons. Quand il a senti lui-même qu'il y avait des blocages, il a mis en pratique sa politique qui a payé, la majorité a basculé, il a eu la majorité. Mais actuellement, M. Franck, vous voulez encore me dire que le chef d'État est bloqué au niveau du Parlement? Quel est ce projet-là qui est déjà passé par le Parlement et qui est bloqué? C'est quoi ce projet? C'est quoi son nom? Depuis qu'il est au pouvoir, c'est quoi le nom du projet? Donc vous sentez que non seulement qu'il y a... Mais il a dit que le problème maintenant, ce n'est pas au Parlement, mais c'est au niveau des pilotages. C'est au niveau du gouvernement. Les gens qui sont chargés à piloter ces projets-là qui posent problème. Voilà pourquoi, selon M. Patrick, il le propose. Selon lui, Esteve Mbikaï, il propose qu'on change le régime. Non, vous savez, il n'y a... Parce qu'à ce moment-là, lui seul pourra parfois s'organiser pour voir comment est-ce qu'il va piloter les projets. Non, je ne pense pas que seul pourra diriger le pays. Non pas seul, mais parfois il peut... C'est comme aux États-Unis, ils ont les régimes présidentialistes. Exact. Mais quand même, les choses marchent très bien. Exactement. Même si vous avez refusé ça, vous avez préféré les régimes présidentiels classiques. Mais quand même, on peut seulement chercher comment organiser ça pour que les choses marchent, pour qu'ils dirigent. Vous savez, on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Quand un chef ne sait pas se sentir dans sa peau d'un chef ou d'un dirigeant, vous savez, vous allez vous retrouver devant des difficultés que nous sommes en train de traverser. Le chef de l'État doit prendre ses responsabilités en tant que président de la République. Nous ne sommes pas pendant la période électorale où il doit passer ici au Kassai central, il nous promet encore le courant de chute Katende. Et quand il le disait là, était-il le Premier ministre? Quand il répondait aux questions posées par la population ici, nous voulons un gouverneur, bientôt il y aura les élections en janvier. Nous voulons chute Katende, bientôt il y aura les courants. Est-ce qu'il avait pris le temps de consulter le Premier ministre? Non, ici nous nous sommes déjà habitués, même avant là. Il nous a habitués à une gestion, comment dirais-je, à chaque fois qu'il y a
qu'il a un projet, au lieu que cela se passe par le Parlement, lui nous a plutôt habitués à des projets extra-budgétaires, extra-parlementaires, donc qui ne figurent pas dans le budget, ni aussi que le Parlement n'a pas proposé. Donc ça se passe toujours comme ça. Et il y a toujours les modes d'urgence, comme décaissement. Regardez avec le projet Tilé-Gelou. Tout a été piloté par son cabinet, avec M. Vital. Le projet qui est le projet de 145 territoires, ces projets-là. Non, mais ça ne sera pas le gouvernement qui va piloter ces projets-là. C'est toujours le cabinet. Et maintenant, vous voulez qu'on demande le bilan à un gouvernement. Pour ces projets-là, nous allons organiser une émission. Exactement. Maintenant, vous voulez que la population aille demander le bilan au Premier ministre qui n'est pas responsable des actes que pose le conseiller du chef de l'État sur terrain. Donc vous comprenez dans quelle difficulté la population se retrouve. D'où moi j'ai toujours invité nos dirigeants au respect des textes. Le respect des textes marque la grandeur de l'homme. Donc on est homme, on est grand quand on respecte le texte. Mais dès que nous partons violation flagrante en violation, vous comprendrez qu'à un certain moment nous aurons un autre Mobutu. Comme nos amis là qui veulent flatter le chef de l'État, non, voilà, tu n'as que 5 ans, Kabila en a fait 18, Mobutu en a fait 32. Non, écoutez, la période là que les gens pouvaient chanter à la gloire ou faire d'un individu est déjà révolue. Il y a 2 gens qui ont payé de leur vie pour qu'il y ait un changement du régime. Est-ce que vous pensez que ces gens-là qui ont payé de leur vie pour qu'il y ait alternance pacifique, donc ils en ont payé pour satisfaire un individu? Non. Nous, on n'a pas marché, on n'a pas perdu nos frères pour faire plaisir à un régime ou à un parti politique. Mais plutôt, on a pensé que nous devons nous battre ensemble comme un seul homme pour obtenir le départ d'un régime à un autre. Nous avons eu la passation pacifique du pouvoir. Il y a eu alternance. Et nous n'accepterons pas non plus qu'un régime ou un parti politique vienne avec les intentions de rester éternellement au pouvoir. Cela ne passera pas dans la population. Je crois que de mêmes mécanismes et de mêmes pratiques qui étaient utilisés au temps de Kabila pour le contraindre de laisser le pouvoir, je crois que la population n'est pas dupe. Nous allons recourir, je crois, à l'article 64 de la Constitution qui va nous donner le pouvoir. En cas de révision ou de changement. Exactement. Nous avons besoin des élections en 2023. La population a besoin des élections en 2023. Il y a un président qui sera élu, qu'il soit élu démocratiquement. C'est ça ce que nous voulons. On ne veut pas non plus de glissement. Puisque vous savez, récemment, nous avons assisté à un scénario, une pièce théâtrale entre messieurs de finances Nicolas Kazadi et le président de la CENI. Kadi m'a dit on n'a pas débloqué les montants. De l'autre côté de finances, on réplique qu'il y a eu décaissement. Donc vous sentez qu'au départ, il y a des intentions des actuels dirigeants ne sont pas bonnes. Et nous, population, on va prendre notre responsabilité que la Constitution nous a donnée. La population va prendre sa responsabilité que la Constitution lui donne. Maître Arsène Mbumba parle au nom de la population congolaise. Selon la population congolaise, pas question de la révision, moins encore du changement de la Constitution. Oui, il faut d'abord que je précise, je réaffirme. J'ai dit, je suis président sectionnaire de l'UDPS Kananga 1. Mais par rapport à la thématique, que nos auditeurs suivent ça très bien, par rapport à la thématique du jour qui concerne la révision constitutionnelle, Maître Patrick ne parle pas au nom de l'UDPS. Parce que l'UDPS, justement, ne s'est pas prononcé sur une quelconque révision constitutionnelle. Il n'y a aucun responsable au niveau national de l'UDPS qui se soit prononcé, à ma connaissance, sur cette question. Donc, de façon modeste, je ne peux pas, à mon niveau, chercher à engager le parti. Alors que je n'en ai même pas qualité. Ça, il faudrait que la chose soit dite clairement.
Voilà. J'ai entendu M. Arsène faire un peu de l'amalgame. Il ramasse beaucoup de choses à la fois. La problématique, la question est clairement posée. Oui, pour ou contre la révision constitutionnelle. Si on est pour, on donne les raisons. Si on est contre, on donne aussi les raisons. Tantôt j'entends, non, quand le chef de l'État constate qu'il y a méfait, il y a mégestion, il doit sanctionner. Qu'on retienne que le président de la République en tant qu'institution n'est pas sanctionnateur. Parce qu'il est respectueux des textes. Il y a la séparation de pouvoir. Il y a l'organe qui est chargé de sanctionner. Ce n'est pas au chef de l'État de le faire. Et il va dire, non, si ces gens-là ne font pas, il faut qu'ils soient révoqués. Ça ne se fait pas encore automatiquement. Parce que ce n'est pas les chefs de l'État qui gèrent, ce n'est pas les chefs de l'État qui gèrent les magistrats. Les magistrats sont gérés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est constitutionnel. Mais c'est lui qui et il les nomme sur proposition. Il les nomme, je m'excuse, il les nomme et le révoque sur proposition. du Conseil. Voilà. J'ai dit qu'il est quelque part menotté. Quand on est respectueux des textes, on est menotté par les textes. Il est esclave des textes. Et là, il faudrait que les téléspectateurs nous suivent attentivement. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, non, monsieur Franck, je peux terminer? Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est un homme respectueux des textes. Parce qu'il vient de cette école, il respecte toujours les textes. Sinon, il pouvait se lever le matin et dire, dans tel magistrat n'a pas bien dit le droit, et soumise au débat au Conseil des ministres. Comment voulez-vous qu'une question soit soumise au débat au Conseil des ministres? Le Conseil des ministres, que le chef de l'État a le privilège de présider, adopte ce projet et vous dites que ce n'est pas le gouvernement, mais c'est plutôt le cabinet. Mais de quoi on parle? Si c'était le cabinet, on n'allait pas soumettre cette question-là à l'examen et à l'adoption du Conseil des ministres. C'est une question, et vous avez même suivi le ministre des Infrastructures. Il a été, je crois, l'invité du dialogue entre Congolais. Il a parlé en long et en large sur le projet des 145 territoires. C'est pour dire que la question du projet des 145 territoires est endossée par le gouvernement de la République. Ce n'est pas le cabinet du président de la République. La République ne fonctionne pas comme ça. D'abord, je vais dire à nos amis, à notre ami Arsène, n'est-ce pas, du collectif, qu'il faut transcender les sensationnels. On ne gère pas la République sur base des passions et des émotions. La République, on la gère sur base des textes. Quand le gouvernement adopte des questions qui lui sont soumises, c'est qu'il en endosse la responsabilité et il a la charge d'exécuter. Et il y a des ministères sectoriels. Et ce sont les ministres sectoriels qui ont la charge, chacun, en ce qui les concerne, de veiller à la bonne exécution du projet. C'est comme ça que la République fonctionne. Et c'est pourquoi cette question a été soumise au Conseil des ministres. C'est pour que chaque ministre sectoriel... Mais, je pense que nous allons organiser une émission autour de ces projets-là, de 145 territoires. Oui. Maintenant, selon Arsène, il est contre le changement du régime. Bon, je reviens encore sur ça. Malheureusement, non, je parle qu'on revoie le régime. Parce que le régime actuel
à présenter ses faiblesses et ses limites. Il y a des sérieux problèmes. Et je soutiens le régime présidentiel. Classique. Et j'ai expliqué. J'ai dit dans l'imaginaire collectif. Malheureusement, mon ami Arsène, il ne dit pas pourquoi il refuse. Je l'ai suivi quand il développe la question. Pourquoi il ne veut pas qu'il y ait révision? Parce que pour lui, qu'on ne révise pas. Non, mais pour quelle raison? Il ne dit pas. Lui, il a dit que le chef de l'État a déjà toutes les prérogatives qui lui sont accordées par la Constitution. Pourquoi il ne peut pas les exercer? C'est ce que j'ai dit, mon ami Franck. Monsieur Arsène, parce qu'ici, il est présenté comme un responsable de la société civile. Un des responsables de la société, parce que la société civile est plurielle. Voilà. Un des responsables de la société civile. Ce qu'il a à faire, c'est d'informer. Mais alors, bien informer la population. Bien informer. Parce que je me rends compte déjà au départ. Les animateurs de la société civile, certains, pas tous quand je l'entends, semblent ne pas bien connaître la Constitution. Ne pas bien la lire et la comprendre. C'est la difficulté. Parce qu'au départ, il y a un problème. Quand déjà lui dit que le chef de l'État a toutes les prérogatives d'agir. Non, il n'a pas dit toutes les prérogatives. Il a dit qu'il a des prérogatives, certaines prérogatives que la Constitution lui donne. Et ces prérogatives peuvent lui permettre de mettre en œuvre sa vision, sa vision politique. Non, mais il a un gouvernement, il a un premier ministre. Du président de la République. Oui, c'est le gouvernement qui... Non, écoutez, nous pouvons être dans... C'est pourquoi je demande à ce que nos amis de la société civile informent bien la population. Nous avons été dans un contexte inédit où le président de la République était obligé d'aller ensemble avec une famille politique avec laquelle au départ, il ne partageait pas la même vision. Alors que c'est cette famille politique-là qui a la charge ou qui avait la charge d'exécuter la vision du président de la République. Voilà la première difficulté. Le chef de l'État dit, voilà pour nos amis de la SNCC, il faut revoir le comité de gestion. Il prend une ordonnance. Mais vous constatez d'abord qu'il y a un premier ministre qui boude et vous voyez qu'il y a un ministre sectoriel qui refuse, qui s'entête, qui ne veut pas exécuter l'ordonnance du président de la République. Lorsqu'on dit on doit mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement, vous trouvez un ministre sectoriel qui empêche à ce que cette gratuité soit effective. Donc nous étions dans un contexte très difficile où on avait affaire à un gouvernement qui ne partageait pas pratiquement la vision du président de la République. Et étant menotté, il ne pouvait pas agir parce qu'il est lié au texte, il est lié par la Constitution. Aujourd'hui, si le chef de l'État doit répondre, le bilan, ce n'est pas parce que j'entends on parle de l'UDPS, il faut bien informer l'opinion. Le bilan n'est pas de l'UDPS seulement. Mais c'est l'UDPS qui a les... Non, Franck, c'est ça. C'est-à-dire que tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde doivent savoir. Non, ils doivent savoir, parce qu'ils ne sont pas bien informés, ils doivent savoir que le ministre, chef du département, est responsable de son département. Il est responsable de son département. On ne peut pas dire que quand il y a des difficultés, il y a des problèmes dans tel secteur, dans tout, même si vous n'êtes pas de l'UDPS, parce que l'UDPS, le chef de l'État vient de l'UDPS, cela veut dire que c'est l'UDPS, bien qu'il n'ait pas ce département-là, qui va assumer la responsabilité. Mais qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on raconte à la population? Mais le peuple, pourquoi on peut désinformer la population comme ça? À la fin de ce mandat, le peuple ne verra pas le ministre sectoriel. Voilà pourquoi. Le peuple ne verra pas le ministre sectoriel. Voilà pourquoi. Parce que le peuple n'avait pas donné le mandat au ministre. Voilà pourquoi, cher Franck. C'est au président que le peuple avait donné. Voilà pourquoi, cher Franck, je suis réaliste. Et je crois que même ma famille politique, UDPS, Tshisekedi, qui me suit, mes responsables, ils vont corroborer à ma thèse. Voilà pourquoi je soutiens à ce qu'on puisse préconiser la révision de la Constitution dans ses dispositions relatives
à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. Dès qu'on aura un régime présidentiel, c'est le président de la République qui va assumer toutes les responsabilités devant la population qu'il a élue. Voyez, prenez l'exemple de nos villages. Quand un chef est choisi, un chef est investi dans un village, ses sujets ou la population attend tout, ça dans notre culture, dans notre contexte, attend tout du chef là. Comme à la période de Mobutu, M. Patrick. Non, pas du tout. Parce pas que du tout. là où si nous avons cette constitution, c'est parce que nous n'avons pas voulu avoir un chef comme Mobutu. Non, il faut préciser. Là, c'est un travail aussi que nos amis de la société civile doivent faire pour bien informer la population. Ce texte est écrit en français, mais eux peuvent peut-être expliquer ça en Chiluba. La constitution ici, l'expliquer en Chiluba. Et dire à la population clairement que les chefs tels que vous le voyez là-bas, la constitution qui nous régit aujourd'hui ne lui reconnaît pas tout le pouvoir. Il est quelque part menotté. C'est-à-dire quand il agit, lui, il doit toujours attendre du gouvernement. Certains actes qu'il veut poser en votre faveur, si le gouvernement traîne les pieds, vous êtes en difficulté. Mais pourquoi quand le président était ici, il a promis la Chine Katende à la population? Quand vous promettez quelque chose comme ça à la population, et vous voulez que la population demande les comptes à qui? C'est ça le problème. Le chef de l'État, c'est à partir de leur discours. Quels étaient ses propos? Qu'est-ce qu'il avait dit clairement? Il a promis chez Katende quand il était ici. Quand il est venu. Oui, le chef de l'État, lorsqu'il est venu, il a décliné, il a repris ce qui est sa vision. Vous allez vous souvenir, même pendant sa campagne, il avait parlé de ça. Mais il devait aussi dire quoi que vous avez attribué à la société civile. Mais il l'a fait. Lorsque la population lui a demandé... Moi, je ne peux pas faire... Mais il l'a fait clairement. Il l'a fait du haut de la tribune. Lorsque la population a posé la question de lui choisir, de leur donner un gouverneur. Oui, il a dit ça ne relève pas de moi. Ça, c'était pour le gouverneur. Mais il a agi. Il était direct. Mais pour la Chine Katende. Et pour la Chine Katende, qu'est-ce qu'il a dit? Il a promis de donner à la population les courants de Chine Katende. Mais alors, vous dites qu'il a promis. Mais quand il promet, toutes les batteries sont mises en marche, non? Toutes les batteries sont mises en marche pour la matérialisation de cette vision. C'est une vision qui doit être matérialisée. Quand? Non, justement, c'est-à-dire qu'avant... Non, c'est-à-dire maintenant avec vos émissions qui sont pédagogiques, parce que quelque part, la société civile a failli. Mais avec vos émissions, la population vous suit. La population maintenant est bien informée que quand il y a un projet, il faut attendre la matérialisation du projet, parce que cela nécessite, n'est-ce pas, une ligne budgétaire, cela nécessite des moyens financiers. Or, la population doit savoir, et ce que vous devez faire, que nous avons été butés à des difficultés d'abord pendant 2 ans, et immédiatement après, il y a eu encore une difficulté avec la Covid-19. Mais on n'en parle pas à la population suffisamment. La Covid-19 a affecté l'économie mondiale. Mais on ne veut pas en parler. Mais le gouvernement de la République, piloté par M. Sama, s'active. Et ils font un effort de mettre en œuvre, et c'est de leur devoir, la vision du président de la République. Que la ville et la province du Kassai, dans le Grand Kassai, soient électrifiées partant de Chine Katende. C'est une vision qui sera matérialisée. Vous croyez que quand on promet pour Chine Katende, c'est d'un jour au lendemain, les gens se réveillent, Chine Katende est terminé et c'est fini, il y a des courants. Non, ça, ce n'est pas être réaliste. Il faudrait que nos amis de la société civile soient réalistes et pragmatiques. Merci beaucoup. Il faudrait que les amis de la société civile soient réalistes et pragmatiques. Nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Je vous accorde 30 secondes pour conclure. Merci. Vous n'êtes pas pragmatique. Merci beaucoup, M. Franck. J'ai étudié religieusement la théorie de notre co-débatteur d'Arfas, qui est en même temps avocat, aussi avec sa casquette de membre de l'UDPS. Je vous ai dit, il est buté à des sérieuses difficultés. Donc vous ressentez tantôt nous accuser de ne pas trop lire la Constitution, tantôt lui-même nous demande d'interpréter la Constitution à ceux-là qui n'en connaissent pas.
Donc il nous demande un service, en même temps il ne reconnaît pas que nous lisons la Constitution. Il a dit que le pouvoir ne donne pas, le président de la République n'est pas un organe sanctionnateur. Non, écoutez, une fois le président a dit à un ministre, je crois, de la justice, que tu ne siégeras pas encore participé au conseil des ministres. Il avait fait en tant qu'équipe. Vous comprenez cette contradiction-là? Non, il ne doit pas se sanctionner. Tantôt, le chef de l'État dit, toi, tu ne participeras pas au conseil. Nous considérons ça comme votre dernier mot. Oui, bon, non, tout ce qui doit être retenu par la population est que nous avons élu Félix, nous attendons. Et toute question qui relève à la modification de la Constitution pour se tenir au pouvoir, on ne va pas l'accompagner. Tout ce que nous pouvons accompagner ou accompagner l'actuel pouvoir, c'est l'organisation des élections. La population veut l'organisation des élections en 2023 et nous voulons, si un autre président sera élu, qu'il y ait l'alternance encore pacifique. On ne veut pas de glissement parce que le glissement va encore nous replonger dans une situation chaotique on avait voulu assister, mais qu'on a sauvé des justesses par la population elle-même parce qu'elle a dit à Kabila que tu dois partir. Comme on s'était réunis ce temps-là pour chasser Kabila au pouvoir, de la même façon que nous allons nous maintenir ou nous tenir comme un seul homme pour dire non à la modification de la Constitution, mais aussi au changement de la Constitution. Merci beaucoup Arsène Lumumba, nous avons considéré ça comme votre dernier mot. Vous dites quoi comme... Oui, en tout cas, merci M. Franck. J'ai dit encore à nos téléspectateurs que le président de la République, qui a une grande vision pour ce pays, et il le démontre depuis qu'il est à la tête de l'institution, président de la République, il est lui-même élu une institution, et le président de la République, respectueux de texte, n'est-ce pas, ne peut pas se substituer au pouvoir judiciaire pour sanctionner. Mais le chef de l'État veille au bon fonctionnement des institutions de la République. Merci beaucoup, Maître Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, moi et toute mon équipe, nous vous disons sincèrement merci. Je crois que ce n'est pas la dernière. Nous aurons encore à organiser beaucoup d'autres émissions avec vous, parce que j'ai senti que vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps qui nous était imparti était vraiment insuffisant. Oui, je préfère d'ailleurs que c'est une demande que nous formulons à votre chaîne. À la prochaine, j'aimerais encore les rencontrer. Être en face de Maître Patrick. Oui, cette fois-là, je crois qu'on aura un sujet qui abordera toujours les questions de la République. De la République. Merci beaucoup, Maître Patrick, Arsène. Merci. Merci Franck. Merci Franck. Merci beaucoup. Okay. Hello famille Libota, ici nous sommes en RDC, précisément au Kasaï central, ville de Kananga. Nous sommes chez Félicité Hôtel sur l'avenue du Commerce, numéro 15, en face des partis politiques AFDC. Ici chez Félicité Hôtel, nous avons plusieurs services mis à votre disposition. Nous avons notre service d'hébergement, nous avons les services de restauration, nous avons les services de pressing et nous avons les services de marketing. Comme service d'hébergement, ici chez Félicité Hôtel, c'est un hôtel à distingue international, standing international. Ici, nous avons 3 types de chambres. Nous avons les chambres des VIP, nous avons les chambres standard et nous avons les chambres simples. Comme service de restauration, notre menu présente les poulets locaux, steak de bœuf, rôti de porc, chèvre, shawarma, pizza. Tout se trouve chez Félicité Hôtel et ça se prépare selon votre goût et à votre commande, selon ce que vous voulez manger et selon ce que nous aussi on a besoin de vous en tant que client. Et chez Félicité Hôtel, les services de pressing se présentent comme ça. Vous avez vos habits sales, vos chaussures sales, vos caleçons et tout. Venez avec chez Félicité Hôtel. Félicité Hôtel ouvre ses bras. Et vous avez aussi vos fêtes de mariage, anniversaires et autres réunions,
Tout se trouve chez Félicité Hôtel. Félicité Hôtel ouvre grandement ses portes pour vous accueillir. Nous avons besoin de vous, nous vous invitons, nous avons besoin de vous, nos clients, restauration, 24 sur 24. Félicité Hôtel a besoin de vous et Félicité Hôtel ouvre grandement ses portes et vous accueille avec joie. Vous, nos amis de diaspora, nos amis de Okatanga, Goma, Sud Kivu, Bukavu, Mbujimaï, pourquoi pas nous ici, nos amis de Kasaï Central, nous avons besoin de vous. Félicité Hôtel vous attend. Venez nombreux, contempler les services de chez Félicité Hôtel. Si vous voulez nous contacter, prenez les numéros. Plus 243 97 31 04 6 à la fin. 09, je reprends. 73 77 10 46 081 31 04 758 09 73 77 10 46. Félicité Hôtel vous attend et vous accueille avec joie. Il y a mangé? Il y a mangé, j'ai déjà faim. Oui, il y a Il y a quoi? Il y a les poulets locaux, Oui. les steaks de bœuf, rôtis de porc, chèvre et les poussins. Chez vous, les bifs tombeaux, non, là? Ah non, ici, ça s'est fait par commande.